Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on s'interroge sur la place des femmes dans certains domaines avec nos deux invités. Stéphanie Moilic, bonjour. Bonjour. Vous êtes développeur ou développeuse, comme on veut, à la cantine numérique à Brest. La cantine qui a organisé ce 8 mars un ciné-débat sur la place des femmes dans le numérique. Et Antoinette Roudotte est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de diffusion culturelle à la Cinémathèque de Bretagne et pour rendre hommage aux femmes, vous proposez une soirée projection le 18 mars au studio à Brest dédiée au cinéma amateur au féminin. On évoque tout cela dans un instant. Et puis, comme nous sommes indulgentes, nous avons aussi invité un homme aujourd'hui sur le plateau. Cédric Morin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez imaginé avec deux amis une application mobile qui permet de faire du troc entre particuliers. Ça s'appelle Tacas et vous cherchez des sous pour développer tout ça. On en parle dans l'instant coup de pouce. Mais avant, retour sur l'actualité de ce mardi 8 mars dans le Finistère. Au lendemain du décès du père Michel Jaouen, les hommages se sont multipliés ce mardi partout en Bretagne. Les proches et les admirateurs ont salué son engagement, celui d'un homme d'église, mais aussi d'une personnalité du monde maritime et de l'Abervrac. Toujours à tendre la main au cabossé de la vie, Frédéric Lorenzon a recueilli quelques témoignages. Le père Michel Jaouen est décédé ce lundi à l'âge de 95 ans. Né en 1920 sur l'île d'Ouessant, sa famille s'installe ensuite à Kerlouan. Ordonné prêtre en 1951, il anime l'AJD, l'aumônerie pour les jeunes délinquants, qui deviendra l'association du jeudi-dimanche installée à Landéda. Depuis le début des années 70, il embarque sur le Bel Espoir et le Rara Avis, des jeunes à la dérive. Zicton, le neveu et fidèle compagnon du père Jaouen, a reçu beaucoup de messages de ses anciens stagiaires ces dernières heures. C'était un peu le dernier bord, hein, on le savait bien, quoi. C'est de la tristesse, mais on est bien entouré là, et avec tous les gens qui passent, ça remonte le moral. Surtout, ce qu'on ressent un peu dans les messages, c'est que pour les gens, ça a été une période de leur vie qui les a marqués, quoi, qui a changé un peu leur manière de vivre, leur manière de voir les choses, quoi. Moi, je pense que sa force, c'était surtout de faire se regrouper des gens et de les faire communiquer entre eux en vivant une expérience assez sympathique sur ces bateaux, quoi. Basés à l'Abervrac, les bateaux naviguent aux Antilles l'hiver, mais sur les bords de la mer et à Landéda, Michel Jaouen laisse beaucoup d'orphelins de cœur, notamment parmi les gens de mer. Mon grand-père à Camaret s'occupait des moteurs, des révisions des moteurs Baudouin à bord du Bel Espoir du Raravis. Donc moi je l'ai connu, je partais avec mon grand-père faire les essais en mer. Et surtout, il dormait à la maison, il dormait chez mes grands-parents et régulièrement on le ramenait avec ma mère sur Brest pour prendre le train sur Paris. À 91 ou 92 ans, il traversait encore l'Atlantique sur le Bel Espoir. Donc un grand navigateur qui a fait beaucoup de milles. Et donc toute sa vie, c'était d'aider les autres, d'aider les jeunes qui avaient des problèmes, c'est de les sortir de là. Et j'ai rencontré des gens, même sur Dunkerque, qui étaient passés par là, qui s'en sont sortis. Donc je crois que c'est une belle association, une belle chose qu'il a fait et surtout il a tout donné pour les autres. La parlementaire Chantal Guittet et également le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ont salué publiquement la mémoire du père Jaouen. Un dernier hommage est prévu samedi à Landéda. De la mer, on passe à la terre. 68 jours consécutifs de température au-dessus des normales saisonnières en 2015. En dépit de cette météo peu propice à la consommation de chou-fleur ou d'artichaut, la SICA de Saint-Paul-de-Léon affiche des résultats en hausse par rapport à 2014. Les explications avec Christophe Boucher. Après une année 2014 noire, les producteurs de la SICA reprennent des couleurs. Le secteur légumes voit son chiffre d'affaires augmenter de plus de 11% pour atteindre 165 millions d'euros. Si les échalotes et autres artichauts en culture conventionnelle restent à la traîne, le travail sur la filière biologique porte ses fruits. Donc on a une gamme bio qui est aujourd'hui la gamme leader en produits biologiques en France. Donc qui n'arrête pas d'augmenter, le nombre de producteurs augmente, les surfaces augmentent, la demande augmente, donc voilà, c'est un secteur qui se porte bien.
Autre motif de satisfaction pour la SICA, la diversification entamée par le groupement de légumiers pèse dans la balance. Elle représente aujourd'hui 17% du chiffre d'affaires du groupe. On a un groupe de producteurs qui constamment cherchent de nouveaux produits à mettre en place. Alors voilà, ils essayent. Bon, tout n'est pas bon. On arrive, je vais dire, bêtement, sur 10 produits qu'ils essayent de mettre en place. Il y a peut-être que 1 ou 2 qui sera gardé. Mais bon, on évolue de ce côté-là. Je rappelle que 60% des produits que consommeront les gens à 20 ans sont encore à créer. Donc oui, il y a une perspective. Les potimarrons et légumes anciens ont le vent en poupe. Le projet de plateforme logistique est quant à lui bout au vent. Sur le site de Villargraine à Saint-Paul-de-Léon, la station de conditionnement pourrait sortir de terre d'ici 1 à 2 ans. Au total, il aura fallu quasiment 10 années de procédure, des délais très longs qui ont des retombées aujourd'hui sur les revenus des producteurs. Les conséquences de ces retards de station, on l'estime aujourd'hui à peu près à hauteur de 5 centimes de la tête de chou-fleur. Sur un prix moyen, de l'ordre de 50 ou 55 centimes payés aux producteurs, c'est quand même pas rien. On ne peut pas continuer dans ces scénarios. Alors c'est vrai pour l'ensemble de la gamme. Il faut qu'on sorte un petit peu de ces blocages administratifs. Des blocages administratifs qui à terme pourraient mettre à mal l'agriculture bretonne, selon le président de la SICA de Saint-Paul-de-Léon. Des couvertures et de la nourriture pour les migrants. Ce mardi matin, un convoi de 38 tonnes a quitté Brest, direction Calais ou Grande-Synthe, avec des denrées et du matériel collecté dans tout le Finistère. Julie Sicot était au départ. Des couvertures, beaucoup de couvertures, mais aussi des tentes et de la nourriture. Ce mardi matin, ce 38 tonnes s'est très vite rempli à Brest. Un autre camion était déjà parti il y a un mois. Tout ce qu'il y a dans le fond du camion, aujourd'hui, ce ne sont que des couvertures. Donc là, il y a, je pense, il y a 150-200 couvertures. Et la collecte qui va suivre, là, enfin qui est déjà lancée, c'est de la lessive. De la lessive pour Grande-Synthe. Ils vont en avoir grandement besoin d'ici 10-15 jours. À chaque départ de camion, il faut répondre aux besoins bien spécifiques des migrants présents dans les camps du nord de la France. Dans le Finistère et dans toute la Bretagne, des collectifs se sont créés pour répondre à ces demandes et organiser des collectes. Le réseau Diguemer a vu le jour début janvier. Il participe pour la première fois à un départ de marchandises. On a eu à peu près 350-400 kilos de denrées alimentaires. On sera content si effectivement c'est utile et si on répond aux vrais besoins. Ce camion devrait récupérer d'autres marchandises à Morlaix, Saint-Brieuc et Rennes. Il devrait rejoindre les camps de Grande-Synthe ou de Calais ce mercredi. Et si vous souhaitez vous aussi soutenir l'action de ces collectifs, retrouvez toutes les adresses sur notre site internet tbo.bzh. 10, c'est le nombre de jours que vient de passer Marc Pointu sur l'îlot Thévenec, au large de la Pointe du Raz. Le moral est bon et l'envie toujours intacte de sensibiliser l'opinion à l'état des phares en mer. Il a même reçu une première visite, on la découvre tout de suite, c'est l'instant Thévenec. Alors aujourd'hui, visite de courtoisie de la vedette de la gendarmerie maritime. On aperçoit ici qu'il s'approche. La mer est difficile aujourd'hui, donc il faut une approche délicate et se mettre à l'abri là, sous le vent de Thévenec. Ça c'était le salut, on va les appeler à la VHF. Abervrac de Thévenec. Thévenec de Abervrac sur écoute. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Ouais, salut Marc. Je te fais un petit coucou, tout va bien? Tout va bien, le moral est bon, merci. On va faire le tour des barriers, ensuite on va revenir sur toi en faisant une route au nord là. C'est parfait. Parfait, merci. C'est super sympa. Donne un petit coup de corne encore pour le départ et puis c'est bon, salut. Bon allez mon grand, je te souhaite une bonne journée. Peut-être qu'on repassera quand il fera meilleur. Oui, oui, d'accord. En tout cas, c'est super sympa. Merci et bonne journée de navigation. Salut.
Et rappelons que Marc Pointu, notre Robinson volontaire, doit rester 60 jours dans la maison phare de Thévenec jusqu'au 27 avril. Enfin, un mot de sport avec cette bonne nouvelle pour le BBH. Le club féminin de handball de Brest a annoncé une recrue de choix ce mardi. La joueuse internationale Alison Pinault vient de signer pour 2 saisons à Brest. À 27 ans, elle compte 175 sélections en équipe de France et 445 buts. Au poste de demi-centre, Alison Pinault arrive avec sa solide expérience et un palmarès conséquent. Et tout de suite, on parle de la place des femmes, non pas dans le sport, mais dans le numérique et le cinéma, avec nos invités. Antoinette Roudotte, vous êtes chargée de diffusion culturelle à la Cinémathèque de Bretagne et vous programmez le vendredi 18 mars au cinéma Les Studios à Brest une soirée consacrée au cinéma amateur féminin. Stéphanie Moilic, vous travaillez comme développeuse à la cantine numérique à Brest. En cette journée internationale des droits des femmes, vous avez souhaité évoquer lors d'un ciné-débat la place des femmes dans le numérique. Est-ce que vous vous sentez réellement en minorité dans ce domaine ? Oui, complètement. On a fait plusieurs... Je fais partie de l'association des Duchesses. Donc c'est une association qui essaie de regrouper les femmes dans le développement principalement. Et on s'est rendu compte que après l'école primaire, beaucoup de filles arrêtaient de s'intéresser à tout ce qui était les sciences et la technologie, alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de différence entre garçons et filles. Et on se rend compte qu'au moment de la puberté, c'est là où ça commence à descendre. Donc il faut qu'on arrive à comprendre déjà pourquoi, et ensuite à essayer d'amener les filles à s'intéresser à ça, parce que c'est pas plus masculin que féminin, c'est vraiment... C'est l'avantage d'un domaine où c'est vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'on a quelques pistes sur les explications justement de cette désaffection des filles pour les sciences ? Alors déjà, il y a souvent, on a eu des phrases comme moi je programme pas ma calculatrice, donc pourquoi je ferai de l'informatique ? Donc on essaie d'arriver par d'autres biais en présentant tout ce qui est plus au niveau du graphisme, du design, en leur présentant ça c'est aussi de l'informatique qui est derrière. Ensuite, il y a certaines qui sont plus intéressées par les sciences. Donc là, on leur montre qu'il y a aussi toute l'analyse des données, toutes ces informations-là. Parce que souvent, au collège, les filles sont aussi bonnes que les garçons en mathématiques. Donc, il n'y a pas de raison. Et on a beau tout faire, il reste toujours des choses qui se sont dites, ça, c'est pas pour les filles. Il y a des a priori, ça reste, on a beau se battre contre ça, alors que si on prend les départs de l'informatique... Si on prend les premiers traitements, c'était des femmes. Si on prend le premier programme informatique a été fait par une femme, c'était Ada Lovelace. Et on le sait pas assez. Donc c'est vrai que le premier programme informatique, c'était une femme qui l'a fait, Ada Lovelace. Que pendant la Seconde Guerre mondiale, Enigma, les personnes qui étaient derrière, c'était des femmes. Donc voilà. Mais après, c'était de la saisie. Donc il y a eu plus quand les ordinateurs sont arrivés à la maison, il y a eu les pubs qui ont fait qu'on montrait des garçons. On montrait des garçons avec des ordinateurs. Ouais. Les premières séries avec des geeks, c'était des garçons. Donc voilà, mais maintenant on voit aussi que dans les séries, ça commence aussi à changer. C'est des filles qui sont geeks, c'est des filles qui sont hackers. Vous voyez vraiment que ça bouge. Ah, ça bouge, oui. Et au contraire, on est en train de dire qu'il faut que ça continue. Pas forcément passer par tous les travers de l'image. Dans le film Code Debugging the Gender Gap, pardonnez mon accent, que vous diffusez lors de votre ciné-débat, on découvre la proportion de femmes dans les grandes sociétés numériques. C'est vraiment un constat international, cette désaffection des femmes dans le numérique. Oui. Ah oui, c'est affreux en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent pour motiver les femmes et les filles à en faire. On ne comprend pas pourquoi il y a une désaffection pour ça, alors que c'est... Alors que les formations sont ouvertes... Elles sont ouvertes à tout le monde. Vous-même, était-ce une ambition très jeune de travailler dans ce milieu ? Oui. J'ai réussi à combattre certains stéréotypes. J'ai été en lycée technique où c'était une minorité, les femmes étaient en minorité, où on nous faisait bien sentir que c'était pas notre place, que on n'était pas forcément soutenus dans nos choix. Moi, on m'avait proposé de faire du littéraire, ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours voulu faire de l'informatique, je voulais même programmer des robots, donc. Ça veut dire que
Et dans le cercle familial, et dans le cercle professionnel, et dans l'éducation nationale, il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, à la maison, j'ai toujours été soutenue. Mon père m'a soutenue vraiment. Il a 2 filles, et il y en a une qui était plus, on va dire, plus fille, et une autre plus garçon manqué, et il nous a soutenus l'une comme l'autre dans nos choix. Et c'est vrai que quand j'ai dit que je voulais faire un lycée technique, il m'a dit pas de problème, tu y vas. Quand j'ai commencé à faire du dessin technique, il m'a corrigé. Je lui en voulais des fois parce que c'était vraiment, il était dur. Mais il m'a soutenue, ma mère m'a soutenue dans mes choix. Et j'ai eu cette chance-là, mais d'autres n'ont pas forcément cette chance-là. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles aujourd'hui qui souhaiteraient peut-être s'orienter dans le numérique, mais qui n'osent pas... D'essayer, de venir voir des gens qui en font. D'aller à la cantine numérique, rencontrer du monde. Comme je dis, moi je fais partie des Duchesses, donc on essaie de promouvoir ça. En mai, on organise un Devox for Kids, où là, on va mettre en place la parité, pour histoire de laisser des places aux filles, pour qu'elles viennent et de leur montrer ce que c'est pas que des choses pour les boutonneux qui aiment jouer aux jeux vidéo. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Tous les garçons ne sont pas des boutonneux. Non, mais bon, voilà, le problème, c'est que le stéréotype il est dans les deux sens, en fait. C'est pour les garçons asociaux. Et c'est pas pour les filles. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas non plus des garçons asociaux boutonneux, des fois ils s'y retrouvent pas non plus. Donc puisque l'on parle de la place des femmes dans le travail, je vous propose de découvrir le parcours d'une Brestoise méconnue et pourtant exceptionnelle. Il s'agit de Nathalie Lemel, féministe et communarde, déportée aux côtés de Louise Michel. Elle s'est toujours battue pour les droits sociaux des femmes. Une exposition lui rend hommage à la médiathèque de l'Europe à Brest. Visite guidée avec Morgane Lincy. Personnage hors norme, originaire de Brest, Nathalie Lemel a joué un rôle important au XIXe siècle. Elle a lutté pour l'avancée des droits sociaux et en particulier pour ceux de la femme. L'exposition se focalise sur la jeunesse brestoise de la militante, car c'est au cœur du bar familial qu'elle a développé sa conscience politique, comme le décrit cette planche. C'est les ouvriers de l'arsenal de Brest ils vont entrer dans le café. Ça donne lieu à une discussion justement sur... déjà la condition ouvrière, et Nathalie qui à l'époque a 17-18 ans et aide sa mère au bar. À la fois elle entend ces discussions et en même temps assez jeune je pense, elle est du fait qu'elle vit dans un quartier près de Recouvrance, dans un quartier populaire, elle a une conscience sociale qui va se développer ultérieurement, nourrie par les lectures et les rencontres qu'elle fera tout au long de sa vie, quoi. Une vie de lutte, mise en image grâce à une recherche documentaire pointue, allant même jusqu'à la couleur du vin. L'exposition permet de découvrir en avant-première les planches d'un travail où rien n'a été laissé au hasard. Il y a pas mal de scènes où il y a des manifestations ou des groupes de bagnards, où il y a un moment donné, il y a le feu d'artifice pour la venue de Napoléon à Quimper. Donc c'est des foules à dessiner et ça prend énormément de temps. Voilà. Et plus prendre en compte les recherches et aussi les documents iconographiques, ça prend beaucoup de temps aussi, quoi. Mais bon, c'est passionnant pour un dessinateur, vraiment. La militante a créé La Marmite, un restaurant ouvrier, et met en place une des premières associations politiques de femmes. Mais malgré ses nombreux combats, Nathalie Lemel a disparu de la mémoire collective. Et quelqu'un qui n'a pas laissé de traces écrites de son activité, de sa pensée, de son travail, alors que tous les gens qui l'ont connu et tous les gens qui l'ont rencontré disent que c'était une personne extraordinaire, avec une personnalité superbe, avec une puissance de parole, de pensée. En attendant la sortie de la bande dessinée en mars 2017, l'exposition offre l'occasion aux Brestois de se réapproprier Nathalie Lemel jusqu'au 2 avril. Et à compter de ce 8 mars, de nombreux rendez-vous sont proposés autour des droits des femmes, des rencontres, des conférences. On peut également citer l'exposition de photos autour des grandes résistantes contemporaines à Guipava. Et puis le vendredi 18 mars au studio à Brest, la projection consacrée au cinéma amateur, au féminin. Antoinette, vous avez sélectionné 6 films pour cette soirée. Ce sont des réalisatrices bretonnes ? Oui, tout à fait. Elles étaient toutes... en Bretagne et effectivement la Cinémathèque, on a énormément de films, on en a moins de femmes, mais ils sont très beaux et souvent très bien faits, donc on en a choisi une petite partie pour essayer de mettre en valeur
ce potentiel. 6 films dont le plus ancien remonte à 1930. 30, c'est ça. En fait, il y a toutes les décennies des années 30 aux années 70. Donc, dans les années 30, les femmes étaient encore plus rares à prendre la caméra, mais on a l'exemple d'Odette Guilloux qui était à Pornichet et qui était issue d'une famille aisée et qui avait une petite caméra 9.5 et qui a filmé ses proches, ses vacances, sa famille, ce qui fait que ça fait de très belles images des années 30. On a même une salle Odette Guilloux, une salle de visionnage à la Cinémathèque. Alors, parmi les films proposés, celui de Régine Le Hénaff, baptisé Soborom, est tourné en 1959 au Tchad. Il n'y a pas que des films sur la Bretagne, c'est un hommage en fait aux femmes qui tournent de façon amateur. Et elles ont aussi voyagé et elles ont aussi tiré des très beaux films de leur voyage, justement parce qu'on prend la caméra quand on n'est pas chez soi et qu'on veut immortaliser des scènes un peu différentes du quotidien. Est-ce que le regard des femmes derrière la caméra est différent de celui des hommes? Alors c'est une vraie question. Justement, Gilles Olivier, l'intervenant de cette soirée, se pose la question. Donc on a sélectionné des choses qui sont assez sensibles. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui l'a fait? Est-ce que vraiment il y a cette différence-là ou est-ce que c'est du cinéma? C'est peut-être ça d'abord. Alors, est-ce que les femmes au cinéma sont féministes? Dans les films qu'elles font, est-ce que pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elles ont leur liberté. Elles font ça par plaisir. Et c'est pas le propos de dire je suis une femme et je filme. Il y a peut-être une certaine douceur, une certaine originalité dans le regard. Certaines femmes ont filmé la Libération, sont programmées notamment la Libération de Plaine Fougère ou celle de Rennes. Oui. Est-ce que c'est parce que les hommes n'étaient plus là aussi qu'elles se sont emparées de ces outils? Certainement. Et Paul Petit-Boudéen tenait un magasin de pellicules et de photos, donc elle avait gardé une pellicule le jour où il se passerait quelque chose d'important, donc ça explique. Et Nelly Merian était médecin, donc elle avait peut-être aussi le déclic de se dire ça c'est un moment historique, il faut que je l'enregistre. Et ben en tout cas, ce moment historique est à retrouver le vendredi 18 mars au cinéma Les Studios à Brest. Merci Antoinette d'être venue nous présenter cette soirée et retrouver tous les liens et toutes les infos sur notre site internet tbo.bzh. Et tout de suite, place à l'instant coup de pouce. Alors Cédric Morin, avec 2 autres jeunes entrepreneurs, vous venez de créer une start-up et vous avez besoin d'argent pour développer une application mobile qui permet de faire du troc entre particuliers. Ça s'appelle Tacas. Expliquez-nous rapidement comment ça marche. Alors très rapidement, Tacas, c'est une application mobile, comme vous venez de le dire, qui permet de faire du troc de manière très très simple. Alors vous uploadez une image d'un objet que vous avez à la maison et dont vous voulez vous débarrasser ou que vous voulez échanger. Ensuite, vous recevez des images d'autres utilisateurs qui souhaitent échanger avec vous et d'une manière très simple, vous glissez à gauche si vous ne voulez pas l'objet ou à droite si vous désirez cet objet. Si les deux glissent à droite, il y a match, on peut discuter des modalités d'échange et de lieux et échanger avec cette personne. On va regarder tout de suite un petit film qui résume tout ça. Cédric, est-ce qu'on peut tout échanger avec cette application? Oui, bien sûr, on peut tout échanger. Peu importe la valeur, j'ai envie de dire, parce que la valeur est personnelle. Et c'est ça qui est intéressant sur notre application, c'est qu'il y a une fonction de jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir contre cet objet? On peut avoir de très bonnes surprises. Et il n'y a pas du tout de transaction financière, on est d'accord alors? Pour le moment, aucune transaction financière. Cela viendra
sûrement après pour les personnes qui veulent vraiment acquérir un objet, mais la principale qualité de cette application, c'est l'échange. Alors vous faites appel au financement participatif sur le site Ulule. Vous avez déjà recueilli 4 633 € sur les 5 000 € que vous souhaitez obtenir. C'est quasiment fait du coup. Est-ce que ça veut dire que l'application va pouvoir être bientôt opérationnelle ? Oui, d'ici un mois, on devrait recevoir cette application fonctionnelle. On attend toujours la fin de ce financement participatif. Il reste encore une semaine. Donc on remercie tous ceux qui ont déjà participé. On encourage tous ceux qui sont sensibles au projet et qui veulent aider des jeunes de la région à nous aider sur ce financement participatif. Et donc nous, on va développer et proposer cette application le plus rapidement pour que les gens puissent s'amuser. Est-ce qu'elle sera payante pour les particuliers qui l'utilisent ? Non, elle sera totalement gratuite et il y aura beaucoup d'objets dès le départ pour pouvoir prendre un maximum de plaisir et utiliser cette application. Est-ce que vous travaillez avec des femmes ? Oui, je voulais rebondir justement sur ce que Madame avait dit. L'application n'aurait jamais débuté sans l'aide d'Alexandra Desberges. D'ailleurs, on voulait faire un petit clin d'œil parce que ça a été notre designeuse qui nous a permis de tout commencer. Et aussi ma sœur qui est à fond dans le développement. Et donc j'ose espérer que ça va changer sous peu. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.